Imaginez un monstre de pierre planté au milieu de l'océan, comme s'il défiait les vagues depuis des siècles. Ses murs sont ronds, épais, sculptés par le vent salé et les tempêtes. On n'y accède que par bateau. Et une fois la passerelle franchie, vous êtes piégé. Je suis désolé, je me suis trompé, l'épreuve c'est la porte juste derrière. Ici, c'est le zoo. C'est là où on met tous les animaux entre deux émissions. C'est dangereux. Faut pas y aller, hein. Ça explique pourquoi il y a des tigres en fait. C'est pas une idée de merde de mettre tous les animaux dans la même pièce? C'est vrai. Parce que derrière ces portes, il n'y a plus de retour possible. C'est le royaume du père Fouras, des épreuves improbables et d'une chasse au trésor que tout le monde a déjà rêvé de vivre au moins une fois. Fort Boyard, c'est pas juste un jeu télé. C'est un décor presque aussi célèbre que la Tour Eiffel ou Notre-Dame de Paris. Même si il est réservé à quelques élus. Pourtant, depuis plus de 30 ans, il est là, imperturbable, à chaque été, en plein milieu de nos vacances, comme une sorte de phare télévisuel. On le regarde en famille, on se crispe devant la clepsydre, on retient notre souffle quand un candidat se jette dans le vide, et on hurle devant la télé « La clé! Attrape la clé !» Mais derrière ces images que tout le monde connaît, il y a aussi une autre histoire. Une histoire de mythe, de légende, et surtout de sang versé. Parce que ce fort n'était pas censé servir à la télévision. À sa naissance, au XIXe siècle, il devait protéger l'estuaire de la Charente des envahisseurs anglais. Problème, il a été achevé bien après que la menace ait disparu. Autrement dit, c'était un fort inutile, abandonné, oublié, laissé aux oiseaux et aux vagues. Jusqu'à ce qu'un producteur de télévision, Jacques-Antoine, le regarde autrement. Non plus comme une simple ruine, mais comme un plateau de tournage grandeur nature. Et c'est là que commence notre enquête. Parce que Fort Boyard, c'est bien plus qu'une simple émission. C'est un mélange unique d'histoire, de théâtre, de sport, de casse-tête et de pure mise en scène. Oui, ce que vous voyez à l'écran est pensé au millimètre, hein. L'angle de la caméra, le timing des épreuves, la musique qui monte pile au moment où le candidat touche la clé, rien n'est laissé au hasard. Mais pour arriver à ce niveau-là de précision, il a fallu inventer des règles, tester des dizaines d'épreuves, et même apprivoiser la mer. Aujourd'hui, on va donc remonter le temps pour comprendre comment ce géant de pierre a été transformé en machine à émotion télévisuelle. On va parler de sa conception, de ses épreuves mythiques, de ses personnages cultes, mais aussi de ses coulisses parfois surprenantes. Et croyez-moi, certaines anecdotes sont encore plus folles que n'importe quelle énigme du père Fouras. Alors installez-vous confortablement, parce qu'on va jeter l'ancre et pénétrer ensemble dans un lieu que la plupart des gens n'ont jamais vu autrement qu'à travers un écran, et qui pourtant fait partie de notre mémoire collective. Bienvenue dans Fort Boyard. Mais pour bien comprendre l'émission, il va falloir remonter à la fin des années 80. À cette époque, la télé française est alors en pleine mutation. Les chaînes privées, comme TF1 ou la 5, sont venues bousculer le paysage audiovisuel. Et le jeu télévisé devient une arme stratégique. Les producteurs cherchent le concept capable de rassembler toutes les générations devant leur écran. Et au milieu de tout ça, il y a un homme qui a déjà marqué l'histoire du divertissement. Jacques-Antoine. Si ce nom ne vous dit rien, vous connaissez probablement certaines de ses créations, notamment Tournée Manège. Jacqueline, je dois te faire un cadeau et je reviens avec un ensemble taille 42. Quelle sera ta réaction? Oh bah c'est pas possible que je rentre dedans. Jacques-Antoine, c'était un inventeur d'univers télévisuel, un homme capable de transformer un simple plateau en véritable aventure. Et surtout, quelqu'un qui savait créer un lien émotionnel immédiat avec le grand public. Alors en 87, il prend la mer en direction de ce fort abandonné depuis près de 70 ans. Ou plutôt, il y remet les pieds, parce que l'édifice ne lui est pas totalement inconnu. Au début des années 80, c'est là qu'il avait tourné le pilote de sa fameuse chasse au trésor, avec Philippe de Dieuleveux. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines, le lien est dans la description. L'aventurier préféré des Français avait plongé depuis son hélicoptère pour pouvoir pénétrer à l'intérieur. Mais les conditions météo l'avaient obligé à attendre plus de 3 heures avant de repartir. Ouais, donc quelques années plus tard, alors que Jacques-Antoine et ses associés planchent sur un nouveau jeu d'aventure, c'est tout naturellement qu'il va repenser à cette tour perdue au milieu de l'océan. Mais ce fort, le public le connaît déjà. En 66, on y a tourné la scène finale du film Les Aventuriers avec Alain Delon et Lino Ventura. Sans parler des curieux, qui sont nombreux à le visiter chaque été,
puisque son dernier propriétaire, un dentiste belge, l'a laissé totalement ouvert à tous les vents. Les locaux l'appellent d'ailleurs à l'époque le fort de l'inutile. Bon, faut dire que sa construction a duré des décennies et elle a coûté de très nombreuses vies. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, le temps qu'on le termine, l'évolution de l'armement l'a rendu inutile. Les batteries de canon sur l'île d'Aix et l'île d'Oléron ont dorénavant une portée suffisante pour permettre des tirs croisés sur ce point stratégique. Alors, il servira bien de garnison et de prison, mais dès 1913, il est désarmé et commence à se dégrader sous l'effet des intempéries. Vendu aux enchères par l'armée au début des années 60, il n'est plus qu'une simple verrue visible du rivage. Tout est à refaire, les pillards ont arraché les portes, les fenêtres, et le débarcadère s'est écroulé depuis longtemps. Mais Jacques-Antoine, lui, ne va pas lâcher. Là où tout le monde voit un cauchemar logistique, il voit un terrain de jeu totalement unique au monde. Alors, il va parvenir à le racheter au dentiste, et va proposer un deal au Conseil général de la Charente. Il est prêt à leur rétrocéder pour 1 franc symbolique, en échange d'une rénovation et de l'exclusivité de son utilisation pour la télévision. Avouons-le, en réalité, il n'est pas totalement tout seul. À ses côtés, on trouve Jean-Pierre Mitrecet, un ancien reporter et réalisateur, et surtout Pierre Launay, un dentiste de métier, encore un, et surtout un des testeurs des jeux de Jacques-Antoine. Leur projet est donc titanesque et ils doivent encore convaincre une chaîne de miser sur un format inédit. Un jeu d'aventure grandeur nature, tourné en conditions réelles, sur un lieu historique et soumis aux aléas de la météo. Et ça, c'est pas un détail. Pour pouvoir filmer là-bas, il va falloir restaurer le fort, et des mois de travaux sont nécessaires. Installation d'un générateur électrique, mise hors d'eau, réfection des planchers, sécurisation des passerelles, construction des décors à l'intérieur, et surtout, la mise en place d'une chaîne logistique pour acheminer les équipes et le matériel par bateau directement sur le fort. Et on ne parle pas d'une simple émission en studio, hein. Chaque journée de tournage va devenir une véritable expédition. Mais le projet prend forme. Des candidats doivent récupérer des clés en réussissant des épreuves physiques et intellectuelles. Le tout avant de décrocher un trésor final dans un temps limité. Mais alors que les travaux de rénovation s'avèrent longs et fastidieux, les producteurs vont faire le choix de tourner un premier pilote en anglais et en studio. Donc les murs du fort vont être reproduits en carton-pâte, et la salle du trésor est déjà là, même si elle est très différente. Chaque clé remportée par les candidats permet d'ouvrir la cellule suivante. Les tigres sont déjà présents, hein, et la production aura hésité entre des panthères et des lions. Mais l'agilité des premiers les aurait obligés à placer un filet en hauteur, pour éviter qu'ils ne se fassent la malle. Quant au roi de la savane, lui aussi est mis de côté, parce que la période de tournage tombe sur sa saison des amours. Pas de père Fouras dans cette première version, les questions sont posées par une statue de Sphinx. Et surtout, si ce premier pilote est tourné en Angleterre, c'est parce que le concept coûte tellement cher qu'il a besoin d'être décliné au maximum pour être rentable. D'ailleurs, il se murmure qu'ils ont besoin d'au moins 7 saisons pour espérer atteindre l'équilibre. Vous l'avez compris, Jacques-Antoine joue gros sur ce coup-là, et un échec aurait des répercussions terribles pour sa société. Alors, dans un premier temps, c'est TF1 qui se montre intéressé par le concept. Mais son directeur du moment, Étienne Moujotte, va finir par décliner la proposition. Alors finalement, c'est Antenne 2 qui signe le chèque. D'ailleurs, détail intéressant, les Anglais, qui ont du mal à attendre que le fort soit prêt, vont finalement obtenir un jeu totalement original, tourné en studio, qui s'appellera The Crystal Maze. Pour pimenter leur Fort Boyard, les créateurs imaginent un maître de cérémonie mystérieux et un peu farfelu, inspiré à la fois des sages orientaux et des figures de vieux savants de fiction. Son rôle, poser des énigmes depuis sa vigie dans le vent et les embruns. Aucune idée, moi je regarde pas le code, comme ça au moins personne ne peut l'ouvrir, même pas moi. Et pour l'interpréter, ils choisissent l'acteur belge Michel Scourneau, et lui proposent de donner son nom au personnage, qui aurait dû être le père Scourneau. Mais Michel refuse. Son grand-père étant toujours en vie à l'époque, il se voit mal s'approprier son patronyme. Il sera nommé le père Fouras, en référence à la ville de Foura, sur la côte, dont on ne prononce pas le S. Mais le Fort Boyard ne se résume pas à une seule voie. Dans ces couloirs, il y aura ceux qui connaissent chaque recoin, chaque piège, passe-partout et passe-temps. Le premier, incarné par André Bouchet, est le guide infatigable. C'est lui qui ouvre les portes, court devant les candidats pour les mener aux épreuves, et referme derrière eux quand le temps est écoulé. On le voit partout, on l'entend très peu, et c'est précisément ce silence qui le rendra culte. À ses côtés, passe-temps.
encore plus discret. Alain Prévost, son interprète, est l'homme du sablier. C'est lui qui chronomètre les épreuves, qui apporte les messages et qui veille à ce que tout se déroule avec précision. Et on peut dire que dès le début, le duo fonctionne comme une mécanique bien huilée, indispensable à ce genre de tournage. Mais je suis presque certain que vous ignorez qu'André a été dans un clip de Mylène Farmer et que Alain a été catcheur professionnel sous le nom d'Alain la Menace. Cet emploi de comédien de petite taille va surtout obliger les réalisateurs à cadrer beaucoup plus bas que d'habitude, ce qui donne en partie ce style inimitable. Les gros travaux sont enfin terminés à l'horizon 90, une plateforme type pétrolière a été installée à 25 mètres du fort, afin de faciliter les débarquements, même si ça n'a rien d'une sinécure. Jacques-Antoine en profite pour tourner un deuxième pilote en conditions réelles, et 2 animateurs d'Antenne 2 sont sélectionnés. Patrice Laffont, un vieux briscard qui anime alors Dessiner c'est gagner, et Marie Talon, une jeune talent de la chaîne que les enfants connaissent à travers Câlin Matin. Et la première diffusion de ce que l'on appelle encore les Clés de Fort Boyard est prévue pour le 7 juillet 1990. Petit détail rigolo, le célèbre habillage musical signé Paul Coulac a été composé pour le défunt parc d'attractions Planète Magique, fermé quelques semaines plus tôt. Le tournage n'a eu lieu qu'une semaine avant et les équipes doivent continuer à tourner tout l'été en parallèle de la diffusion. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un véritable cafouillis. Les candidats sont alors des anonymes recrutés par petites annonces. Et les gains ne sont pas reversés à des associations mais vont directement dans leur poche. C'est peut-être ce qui explique pourquoi le concept est particulièrement difficile. Les équipes doivent réunir 18 clés en moins de 60 minutes. Une mission quasiment impossible. Il y a de nombreuses différences avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Tout d'abord, le père Fouras est très vieux. En fait, le maquillage appliqué sur le masque de Michel Scourneau lui donne l'air de sortir d'un tombeau. Il est censé avoir 150 ans. Lorsque nous étions ensemble, nous n'avons jamais célébré notre anniversaire en même temps. Pat Felindra, le dresseur de fauves, est une sorte de Tarzan appelé le dresseur. Pas très original. Le premier numéro réunit un peu moins de 3 millions de téléspectateurs, soit 23% de part de marché. Un score honorable, hein, mais totalement insuffisant pour la production. Faut dire que tout ça manque clairement de rythme. Les audiences s'améliorent avec le 3e épisode, mais c'est toujours pas suffisant. Et la séquence la plus commentée, c'est le catch dans la boue. En coulisses, Jacques-Antoine ronge son frein. S'il échoue, il va devoir rendre des comptes. Et en coulisses, le ton monte. Les pics envoyés par Patrice Laffont n'aident pas vraiment à créer de la cohésion, même si beaucoup mettent ça sur le compte de l'humour. C'est vous, population, là, ils sont gentils, mais ils sont un peu envahissants. On apprendra bien plus tard que l'animateur vivait très mal d'être moins payé que le père Fouras. Cette première saison doit durer jusqu'aux premières tempêtes de l'automne. Alors, Jacques-Antoine va prendre une décision radicale. Marie Talon est remerciée et remplacée par une autre jeune animatrice, plus médiatique, Sophie Davant. Officiellement, Marie s'est blessée à la cheville dans les escaliers du fort. En réalité, il s'agit d'une tentative de remonter les audiences. D'ailleurs, c'est lors de cette première saison que va avoir lieu l'impensable. Un candidat va se retrouver coincé dans la salle du trésor après que les grilles se soient refermées. Évidemment, il n'est pas laissé à la merci des fauves, hein. Il pourra s'extraire en passant par une petite fenêtre, après avoir lâché ses boyards. C'est la seule fois de l'histoire de l'émission que ça arrivera. D'ailleurs, pour éviter les incidents, la meute de félins est constituée uniquement de femelles, plus légère et réputée plus docile. Les audiences vont remonter peu à peu jusqu'à atteindre presque 6 millions de téléspectateurs courant septembre 1990. Mais en réalité, l'émission a déjà une dimension européenne. L'Allemagne, les Pays-Bas ou la Suède ont aussi leur propre version, pour un total d'une 40aine d'épisodes. De quoi essuyer les plâtres. Alors, après un hiver de calme relatif, le fort réouvre enfin ses portes pour une 2e saison. Et là, les changements vont être nombreux. D'abord, premier coup de théâtre, Michel Scourneau, le tout premier maître des lieux, est écarté. La rumeur raconte qu'il aurait refusé de baisser son salaire, un geste d'orgueil qui lui coûtera sa place. Mais à l'écran, son allure fatiguée et son ton presque cérémoniel ne faisaient pas vraiment l'unanimité. Il est donc remplacé par un visage totalement différent. Yann Le Gac, un ancien danseur étoile passé par la troupe de Maurice Béjart, un profil inattendu, plus souple, plus vif, et surtout, disons-le franchement, moins en fin de parcours que son prédécesseur. Mais la vraie nouveauté, celle qui va marquer tous les esprits, c'est l'apparition d'un personnage qui deviendra culte, Felindra Tête de Tigre. Derrière ce cri de guerre se cache Monique Anjon, l'assistante de Thierry Leportier, le propriétaire des Tigres. Et même si son rôle est encore limité, elle impose déjà une présence mystérieuse qui va contribuer à donner au fort sa mythologie unique. Pour autant, à ce stade, tout n'est pas encore huilé. Les animateurs se mélangent régulièrement les pinceaux, appellent les personnages par leur vrai prénom, et finissent parfois en fou rire au beau milieu d'une séquence censée être sérieuse. Le décor est grandiose, l'ambition est énorme, mais la mise en scène a encore ce petit côté artisanal qui, avec le recul,
fait une partie du charme de ces premières années. L'autre grande révolution, c'est la seconde partie de l'émission, les aventures, où les candidats doivent affronter leur peur des araignées et autres bébêtes. Et c'est là qu'a lieu un des événements fondateurs, la toute première édition caritative avec des célébrités venues jouer au profit des Restos du Cœur. 7 villages familiers d'Antenne 2 qui vont accepter de se frotter aux épreuves, donnant à l'émission un parfum d'inédit. Pour l'instant, ce n'est qu'un test, une exception, mais dans l'histoire du jeu, on sait que c'est une graine qui va finir par transformer complètement le concept. Et puis surprise, après la saison estivale, Fort Boyard ne s'arrête pas là. Une variante nocturne est lancée pour occuper l'hiver. Mais les audiences sont encore une fois décevantes, et 4 émissions, pourtant tournées, resteront totalement inédites. Et dès la saison 3, autre bouleversement, Sophie Davant s'en va. Elle n'aura tenu le rôle de co-animatrice qu'une saison et demie. Et pourtant, dans la mémoire collective, on a l'impression qu'elle a duré bien plus longtemps que ça. Elle quitte le navire pour un autre projet signé Jacques-Antoine, un nouveau jeu d'aventure appelé Sur la piste de Xapatan, une sorte de cousin exotique de Fort Boyard qui tentera de surfer sur la même vague, sans succès. Et pour la remplacer, la production mise sur un nom glamour, Valérie Pascal, une ancienne Miss France, déjà vue dans le fort dans l'émission des Stars d'Antenne 2. Patrice Laffont, lui, voit son rôle s'élargir. Il devient véritablement le maître du fort, cabotinant un loisir et multipliant les petites piques cyniques. C'est quand même un peu émouvant, non? Mais malgré ces ajustements, les audiences ne sont toujours pas au niveau espéré. Alors on cherche des solutions. Bon, moi je vous donne Valérie si vous voulez, mais vous me donnez quoi? Et peu à peu, les leaders anonymes vont disparaître, remplacés par des sportifs, des chanteurs, bref, des visages médiatiques. Et surtout, les associations caritatives s'installent au cœur du jeu. Signe que Fort Boyard est en train de s'imposer dans la culture pop, une parodie signée Les Inconnus, intitulée Fort Boyau, est tournée directement sur place. Ça y est, je l'ai! Ouais, c'est vrai, j'ai la clé, C'est quoi, l'indice, c'est quoi? L'indice, c'est Adam. Adam, t'as trouvé? Ouais, parce que j'ai réfléchi, toi. Oui, quand un programme est assez connu pour être caricaturé par le trio comique le plus culte des années 90, c'est qu'il a franchi un cap. Pourtant, tout n'est pas parfait, hein. Le public trouve Valérie Pascal un peu trop raide, avec ses tenues pastel et son air pincé. En fait, elle incarne davantage une speakerine qu'une aventurière. Alors, dès l'année suivante, nouvelle rotation, entre en scène Sandrine Dominguez. Et là, c'est une petite révolution. Plus empathique, plus naturelle, elle donne l'impression de faire partie de chaque équipe. C'était probablement le meilleur choix de casting depuis les débuts du jeu. Aux côtés de Patrice Laffont, qui continue de rabrouer les candidats, Sandrine apporte enfin l'équilibre qu'il manquait. Le fort a trouvé ses figures, ses codes, ses personnages, le mythe est en train de s'installer pour de bon. Et il ne va plus nous lâcher pendant des décennies. Et puis, en 94, débarque un personnage qui va littéralement marquer les mémoires. La Boule. Derrière ce surnom simple, presque enfantin, se cache Yves Marcheseau. Un physique massif, une présence imposante et un rôle en apparence très simple, celui de geôlier. C'est lui qui escorte les prisonniers jusque dans les cellules humides du fort. C'est lui qui fait claquer le gong d'ouverture et de fermeture de chaque aventure. À chaque tintement, des millions de téléspectateurs sentent la tension monter. La Boule ne parle pas, il ne sourit pas, il ne plaisante pas. Il est là comme une ombre menaçante, un rappel que dans Fort Boyard, chaque seconde compte. Mais ce que le public ignore, c'est que derrière cette silhouette muette se cache un homme au grand cœur. Yves Marcheseau n'est pas comédien de formation. Avant Fort Boyard, il travaillait comme commercial pour la marque de boules de pétanque Au But. C'est d'ailleurs de là que vient son surnom, La Boule, adopté naturellement par la production et devenu à l'écran une véritable identité. Et en coulisses, Yves Marcheseau est tout l'inverse de son personnage. Chaleureux, bon vivant, attaché à l'esprit presque familial du tournage. Pour beaucoup de membres de l'équipe, il devient un pilier discret, toujours prêt à donner un coup de main entre deux prises, à rassurer les nouveaux venus ou à partager une blague hors caméra. Il complète donc une galerie déjà culte. Le père Fouras et ses énigmes, Félindra et ses tigres, le magicien Gilles Arthur et ses tours, Passe-Temps et Passe-Partout. C'est d'ailleurs en 94 que ce dernier commencera à comptabiliser les clés avec ses mains. Un geste devenu culte. L'équipage est donc maintenant au complet. Ces personnages ne sont pas de simples figurants, ils font partie intégrante de l'expérience. Ils créent un univers cohérent, un bestiaire humain qui donne aux téléspectateurs l'impression de visiter un monde à part, avec ses règles, ses rites, ses gardiens. Ce mélange entre l'authenticité des décors, le folklore des personnages et le capital sympathie des invités va finalement faire exploser la notoriété de Fort Boyard. L'émission est maintenant le rendez-vous familial de l'été, avec des audiences qui flirtent avec les sommets. On ne regarde pas juste pour savoir qui va gagner, on vient pour voir ce que le fort a inventé cette année, quelles nouvelles épreuves vont faire hurler les candidats,
Et quels personnages vont débarquer dans cette petite république imaginaire en plein milieu de l'Atlantique? La formule pourtant évolue. Le temps des anonymes est désormais derrière nous. La quasi-totalité des candidats sont des personnalités. Les équipes sont construites autour d'un leader connu, entouré d'artistes, d'animateurs, de sportifs, et ça permet à France 2 de séduire un public plus large. On attire les fans de l'invité principal, mais on garde aussi les fidèles du fort. Et comme chaque équipe joue pour une association, on ajoute une dimension caritative qui renforce l'image positive du programme. Résultat, Fort Boyard atteint un équilibre rare. Un univers riche en personnages, des épreuves qui en mettent plein la vue, et une ambiance qui mélange aventure, humour et spectacle. On est en plein dans l'âge d'or. Les audiences sont au rendez-vous, et le fort devient un marqueur culturel français. L'introduction du Conseil, en 95, finit d'implanter ce mélange de sérieux et de folklore. Fort Boyard a maintenant sa propre mythologie. Un incendie, en début de saison 96, laisse une dizaine de cellules inutilisables. Il faudra donc entièrement les reconstruire. Mais le programme semble maintenant inoxydable. Il ne suit pas les modes, il les fabrique, il les digère. Comme en 97, alors que les boys bands sont partout. Le fort accueillera à peu près tous les groupes, de Worlds Apart à Alliage, en passant par les To Be Free. Ces derniers sont attendus par une foule de plus de 2000 adolescents sur l'embarcadère, et les garçons dans le vent survolent la plupart des épreuves. Mais malheureusement, ils échouent en finale. Aucun boyard ne tombe de la fontaine. Philippe des To Be Free aurait alors tenté de faire modifier la fin de l'émission pendant plus d'une heure avant d'être ramené à la réalité par son équipe. Et évidemment, quand une émission télé devient culte, elle ne reste pas enfermée dans son écran. Elle déborde dans la vraie vie. Et Fort Boyard a su dès ses premières années s'installer dans les salons, les cours de récré et même les rayons jouets. Si dès le début on avait eu le droit à un jeu de société, ce sont maintenant les studios de jeux vidéo qui s'y mettent. Le fort est imprenable. Jouez à Fort Boyard chez vous, sur votre ordinateur, et relevez le défi. Fort Boyard, le défi, un CD-ROM France 2 avec Skyrock. Sans parler des fast-food. Quick, Flunch, mais aussi McDonald's vont offrir des jouets cadeaux à l'effigie des principaux personnages. Le magicien Gilles Arthur publie même une VHS avec des tutos de ses meilleurs tours, accompagnés de passe-partout. Le fort s'infiltre même dans les rayons librairie. On voit apparaître des livres-jeux, des recueils d'énigmes et même des albums pour enfants illustrés. De quoi prolonger l'aventure à la maison, un peu comme on collectionnerait des morceaux de l'univers du fort. Et évidemment, impossible de ne pas parler des versions internationales, parce que Fort Boyard, ce n'est pas simplement un succès français, c'est un véritable produit d'exportation. On parle de près de 40 pays qui ont adapté le concept, chacun avec ses propres codes culturels, mais toujours avec les mêmes fondamentaux. Un lieu impressionnant, un maître du jeu, des épreuves spectaculaires, un trésor à conquérir, et passe-partout, figure devenue indispensable même à l'étranger. Alors on voit le fort se transformer au gré des drapeaux. Aux États-Unis, il a été filmé comme une épopée héroïque. En Suède, on appuie davantage sur l'aspect aventure nordique. Mais le plus fascinant, c'est le sort du père Fouras, parce que lui n'est jamais figé. Il devient un caméléon culturel. Dans la version allemande, par exemple, le vieux sage est carrément remplacé par une blonde fatale. En version libanaise, c'est un moustachu en turban qui dicte les énigmes, comme un grand vizir de conte oriental. Et en Pologne, là, il ressemble plus à un comptable qu'à un vieux maître des énigmes. Comme quoi, le même rôle peut être interprété de 1000 façons différentes en fonction de l'imaginaire collectif de chaque pays. Ce succès mondial confirme surtout que Fort Boyard n'est pas seulement une émission française, c'est un monument télévisuel universel. Le fort devient un code visuel et sonore reconnu presque partout. Les notes de son générique, reconnaissables entre mille, suffisent à déclencher un réflexe quasi pavlovien. Des frissons pour les uns, un sourire nostalgique pour les autres, et une avalanche de souvenirs pour tous ceux qui ont grandi avec cette musique dans les oreilles chaque été. À ce stade, Fort Boyard est devenu une marque, un univers, un souvenir qui traverse les générations. On le retrouve parodié, cité, pastiché. Partout, la télévision devient un patrimoine commun. En vrai, mais ce type est d'une lenteur exaspérante. Tire-lui la barbe! Mais derrière les caméras, l'ambiance n'est pas toujours aussi épique. Après 10 ans de service, Patrice Laffont commence à ressentir une certaine lassitude. Pour lui, le cycle est bouclé, il a l'impression d'avoir fait le tour du fort, d'avoir usé toutes ses blagues cyniques, d'avoir croisé trop de tigres et trop de clés volantes. Alors il prend une décision radicale, s'arrêter à l'horizon 2000. Une page va se tourner. Il est donc remplacé par Jean-Pierre Castaldi, une véritable gueule de cinéma que le jeune public a redécouvert alors grâce au film Astérix et Obélix contre César. Mais l'acteur en fait des tonnes. Les blagues de Patrice Laffont étaient cinglantes. Là, il est souvent juste mal poli. Bon, écoutez, c'est nul. Oui. Vous m'avez compris, c'est nul. Oui. Vous avez perdu. Oui, d'ailleurs.
Et ça déplaît à de nombreux spectateurs. Sandrine Dominguez, toujours présente, tente bien d'arrondir les angles. Mais ça ne suffit pas. Pourtant, sur le papier, il avait tout ce qu'il fallait. Un quinquagénaire à la langue bien pendue. Mais, il en faut plus. Alors après seulement 2 saisons, il laisse sa place à un petit jeune, Olivier Mine. Sandrine Dominguez en profite alors pour quitter aussi l'aventure. C'est que dans la décennie qui va suivre, cette institution va devoir affronter une concurrence féroce, l'érosion naturelle des audiences et des débats qui n'existaient pas à ses débuts. C'est là que commence ce qu'on appelle la nouvelle ère. Entre 2003 et 2010, Fort Boyard va traverser une période, disons, expérimentale. L'émission est toujours populaire, mais les temps changent. La concurrence est devenue féroce, les spectateurs ont davantage de choix, et surtout, les modes télévisuels ne sont plus tout à fait les mêmes. Alors pour tenir bon, le Fort tente tout. On essaye des formules inédites, des nuits entières passées sur place, des règles qui évoluent presque chaque été, et surtout une avalanche de personnalités invitées à se confronter aux épreuves. Parfois même des figures improbables, qui, le temps d'un soir, se retrouvent à hurler face aux araignées ou aux tigres. Ça donne des moments cultes et parfois des séquences complètement absurdes. Mais derrière ces coups d'éclat, une impression persiste. Le Fort cherche son identité. Pour les spectateurs, c'est une époque ambivalente. Il y a la joie de retrouver chaque été le générique mythique, les énigmes du père Fouras, les clés qui tombent dans la grille, mais aussi une certaine lassitude face aux épreuves trop vues, aux règles qui changent sans cesse et à des présentations parfois jugées trop sages ou trop caricaturales. Mais pourtant, malgré ces hésitations, Fort Boyard reste un rendez-vous incontournable, parce que même dans ses saisons les plus critiquées, il continue d'offrir du spectaculaire, du suspense, et surtout ce mélange unique de danger et de jeux qui ne ressemble à rien d'autre. Je suis passe-partout du Fort Boyard, je guide les casques dans les traquenards. Ces années 2000 sont un peu les années d'adolescence du Fort. Il grandit, il teste, il doute, mais il survit. Et c'est cette survie, parfois fragile, qui lui permettra de repartir plus fort pour la décennie suivante. Car ce que le Fort ignore encore, c'est qu'après 2010, il va connaître de nombreux remous. On sent bien que l'émission doit se réinventer, trouver un nouveau souffle, mais sans perdre son ADN. Alors comme souvent, le Fort tente des paris, et parmi eux, une idée qui va marquer les esprits. L'arrivée de Willy Rovelli. En 2013, ce comédien et humoriste débarque sur le Fort. Son rôle, d'abord assez discret. Il propose une épreuve culinaire improbable, où les candidats doivent avaler des plats aussi répugnants que loufoques. Langue de bœuf cru, insectes, breuvage douteux, Willy transforme l'épreuve en un véritable show comique. Son débit mitraillette, son air de faux bourreau sadique, ses blagues absurdes, tout ça contraste totalement avec le sérieux des autres personnages. C'est la première fois qu'on me dit que ça sent bon chez moi. Tu fais des mais évidemment ça sent bon, mais dans le sens ça pue. Résultat, les spectateurs adorent le détester. Et très vite, il devient incontournable. Ces épreuves culinaires se transforment en véritable rendez-vous attendu par le public. Il prend de l'importance, gagne son propre décor, ses propres variantes, et finit même par animer des séquences entières du jeu. En quelques années, Willy devient la figure la plus marquante de la décennie, au point d'éclipser parfois le père Fouras dans le cœur des enfants. Un personnage né d'un pari un peu fou, mais qui s'impose comme l'une des meilleures idées de la production depuis longtemps. Et attention, il n'y a pas que des réussites. En 2014, après le départ forcé de Passe-Temps, le Fort perd un autre de ses piliers, La Boule, qui doit quitter l'aventure pour raison de santé. Le tout après 20 saisons quand même. Sa cloche résonnait comme un compte à rebours implacable pour des millions de téléspectateurs. Donc pour le remplacer, la production s'adapte. C'est Felindra qui sonnera désormais le gong. Une transition douloureuse pour les fans, mais nécessaire. Et en parallèle, l'émission entre pleinement dans l'ère du numérique. Dès 2011, le Fort s'empare des réseaux sociaux. Hashtag, tweet et même un compte Twitter du père Fouras. Et ça cartonne. En 2014, Fort Boyard devient le jeu télé le plus tweeté de France. Pour un format né en 1990, c'est clairement une renaissance. Mais encore une fois, tout n'est pas rose. En 2017, une nouvelle épreuve, baptisée l'Asile, choque immédiatement. Jugée stigmatisante, elle est rebaptisée dès la 2e émission Cellule capitonnée. Un rappel que dans sa quête de nouveauté, le Fort peut aussi franchir des lignes sensibles. Et pourtant, malgré ses faux pas, Fort Boyard continue d'innover. On voit apparaître La Cage et des célébrités comme Moundir ou Francis Lalanne qui deviennent des adversaires redoutables. On invente la Boyard Academy avec un programme de jeunes humoristes et même un laboratoire délirant avec les frères Bogdanov en professeur fou. Et bien sûr, chaque été, Willy ajoute sa touche de folie culinaire. Mais parfois, le Fort lui-même semble vouloir s'échapper de son île. En 2019, France 2 tente un pari audacieux. Transposer l'univers de Fort Boyard loin de la mer. L'idée pourrait paraître séduisante, et si le père Fouras avait possédé autrefois un parc d'attractions, un royaume forain plein de manèges rouillés, de lumière éteinte, et où les candidats viendraient affronter des épreuves aussi étranges que spectaculaires. Ce projet s'appelle Boyarland,
À l'écran, tout est là pour rappeler le fort. Olivier Mine à la présentation, Willy Revelli dans ses excès comiques, et bien sûr la mythologie boyardesque. Le tout transposé dans un décor de fête foraine inquiétante. Mais le public ne mord pas. Dès la première saison, diffusée à l'hiver 2019, les audiences déçoivent, environ 10% de part de marché, puis une lente érosion semaine après semaine. En 2020, une deuxième salve d'émissions voit le jour. Mais c'est la débâcle, à peine 5% d'audience, l'une des plus faibles jamais enregistrées pour un divertissement de France 2 en prime time. Pourquoi cet échec? Parce qu'au fond, Boyarland, c'était pas le Fort Boyard. Les spectateurs attendaient l'océan, le vent, des pierres centenaires, un décor unique qui a fait la légende. Et remplacer l'Atlantique par une grande roue avec des stands de fêtes foraines, c'était perdre ce qui faisait battre le cœur de l'émission. Comme l'a très bien résumé Olivier Mine lui-même, Fort Boyard reste le fort au milieu de la mer. Les téléspectateurs n'ont pas retrouvé ce qu'ils attendaient. Alors France 2 tire un trait sur le projet. Boyarland est officiellement annulé. C'était une tentative ambitieuse, presque courageuse, mais qui restera dans l'histoire comme un spin-off mort-né. La preuve qu'on ne déplace pas impunément un mythe, le fort, c'est une île battue par les vagues, nulle part ailleurs. Et puis arrive 2020, une saison marquée par la pandémie mondiale, où le tournage est menacé d'annulation. Finalement, l'émission est sauvée grâce à des règles sanitaires strictes et surtout une réduction de l'équipe. Alors l'ambiance change, moins de monde, plus de tension, presque un côté intimiste. Mais encore une fois, le fort prouve qu'il peut survivre à tout. Alors évidemment, cette évolution n'échappe pas au débat. Les associations de défense animale s'attaquent à un symbole historique, les tigres. Présents à l'écran depuis 90, ils ne vivent pas sur le fort, mais au Puy du Fou hors tournage. Et avec la montée en puissance de la sensibilité animaliste, l'image de félins en captivité sur un rocher entouré d'eau devient difficile à défendre pour une émission familiale. En 2022, la production annonce donc la fin des tigres dans l'émission. Une page se tourne, mais Felindra, elle, va rester. Elle continue de tourner la fameuse statue pour l'épreuve finale. Et parallèlement, la réalisation adopte des codes plus modernes. Caméra embarquée, plan au drone, effets dynamiques et épreuves pensées pour générer du buzz sur TikTok ou sur Instagram. Certaines séquences sont conçues pour fonctionner aussi bien en prime time que dans un clip de 30 secondes sur un smartphone. Et le casting suit la même logique d'ouverture. Aux côtés de sportifs et de chanteurs, on voit apparaître des influenceurs, des youtubeurs, des humoristes de stand-up, et une stratégie claire, diversifier les communautés invitées pour élargir le public. Et au centre du fort, il y a toujours Olivier Mine, un présentateur charismatique, parfois complice, parfois ironique. Il devient lui-même une figure rassurante de l'été. C'est que son rôle de maître du fort a tout du mythe. Patrice Laffont, après tout, est revenu des années après pour jouer son propre personnage, et fera ses adieux au fort quelques mois avant son décès. Alors évidemment, lorsque début 2025, après 23 saisons consécutives, Olivier Mine annonce que ce sera sa dernière, l'émission est grande. C'est moi qui vous dis merci. Père Fouras, c'est moi qui vous dis merci. À vous toutes et à vous tous. Parce que j'ai été un enfant gâté, en fait. Je suis arrivé sur ce caillou il y a 23 ans. Vous m'avez accueilli les bras ouverts. Je me suis senti adopté immédiatement. Très conscient, bien sûr, de la charge que ça représentait pour moi, le jeune homme que j'étais à l'époque. Pour beaucoup, c'est un peu comme si on retirait une pierre maîtresse de l'édifice. Le fort continuera d'exister, mais il ne sera plus tout à fait le même. Alors d'autres personnages ont évoqué publiquement leurs doutes. Comme Yann Le Gac, qui est aujourd'hui âgé de 73 ans. Un âge qui l'empêche dorénavant de monter les nombreuses marches de la vigie. On peut donc se poser la question, le mythe saura-t-il s'effacer avant d'être écorné? Évidemment, Fort Boyard n'est plus exactement celui de 1990. Il a changé, s'est adapté, a perdu certains de ses symboles, mais il a aussi survécu là où beaucoup de programmes de sa génération ont disparu. Et chaque été, il a continué à proposer ce mélange unique de défis, d'adrénaline et de spectacle. Il y a quelque chose d'étrange au Fort Boyard. C'est à la fois un décor et un personnage. Une forteresse perdue au milieu de l'Atlantique, battue par les vents, qui a vu passer des centaines de candidats, des milliers d'épreuves, et surtout des millions de téléspectateurs. Peu importe qu'on ait grandi, que la télé ait changé, que les modes se soient succédés, quand le générique retentit, c'est comme si tout redevenait familier. On sait qu'on va retrouver les mouettes, le bruit du vent, les énigmes du père Fouras, et ce frisson quand on nous dit que le temps est compté. Bien sûr, les tigres ont disparu, les personnages sont passés d'énigmatiques à burlesques, et les épreuves sont taillées pour le buzz autant que pour le jeu. Mais il y a une chose qui n'a pas changé, elle, l'esprit. Cette idée qu'on vient affronter ses peurs, se dépasser, et surtout vivre des moments d'évasion. Alors peut-être que c'est ça, le vrai trésor de Fort Boyard. Pas des pièces en or qui tombent dans un chaudron, mais tous ces souvenirs communs que l'on partage tous, ces soirées d'été passées devant la télé, en famille ou entre amis. Au moment où j'écris cette vidéo, on ne sait pas encore ce que deviendra l'émission, qui en sera le nouveau visage, ou si elle réussira à garder sa magie.
Mais une chose est sûre, tant que le fort restera debout, battu par la mer et par le vent, il continuera à nous appeler. Et pour permettre cela, une coûteuse campagne de rénovation a été lancée pour le sauver une fois de plus. Elle devrait permettre aux touristes de le visiter à l'horizon 2028. Mais si un jour il venait à s'écrouler, à s'effondrer, à disparaître, on se souviendra de lui comme d'un monument télévisuel. Un phare de pierre et d'aventure qui a illuminé nos étés pendant plus de 30 ans. Alors, la prochaine fois que vous entendrez résonner le générique, fermez les yeux. Derrière ces murs, quelque part, un sablier commence à se vider. Et vous, quel est votre meilleur souvenir de Fort Boyard? Dites-le moi dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Lâchez votre meilleur pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et si vous regardez cette vidéo sur mobile, vous pouvez dorénavant lâcher des boosts. Pour ça, c'est très simple et c'est gratuit. Vous swipez à côté des commentaires, vous pouvez donner des points à la chaîne, ce qui permettra peut-être à cette vidéo d'atteindre les tendances. Quant à nous, on se retrouve très vite et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants.